Par l'intervention de l'OTAN en Libye, d'abord, qui a créé les bases de la déstabilisation de l'ensemble de la région et qui a été aussi soutenue par les puissances occidentales. Les mêmes puissances sont revenues à notre secours, entre guillemets, pour pouvoir sauver la situation. Nous saluons tous les efforts qui ont été faits dans ce cadre. Mais quand on regarde aujourd'hui la situation d'ensemble, en 2012-2013, on avait une situation de menace et d'insécurité localisée dans le nord du pays. 10 ans après, je pense que nos efforts collectifs n'ont pas porté les fruits. Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on plonge au cœur de l'actualité du Mali avec Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Il s'exprime sans détour sur des sujets sensibles, le terrorisme, les relations avec la France, l'avenir de l'AES et bien sûr, les élections qui se profilent. Alors, que révèle-t-il vraiment? S'agit-il d'un simple discours politique ou d'une vision claire pour l'avenir du pays? Reste bien jusqu'au bout, car tu vas découvrir des réponses directes, parfois surprenantes et surtout essentielles pour comprendre les enjeux qui traversent le Mali aujourd'hui. Parce que pour une menace qui était contenue dans le nord du Mali, elle s'est propagée dans plusieurs localités du Mali. Aujourd'hui, la menace terroriste touche même des pays du Golfe de Guinée. Donc ça veut dire que les efforts n'ont pas marché et qu'il va falloir en tout cas trouver une autre approche pour pouvoir identifier les causes réelles de la menace et regarder comment répondre plus efficacement à ces menaces en mettant en avant aussi notre propre stratégie militaire, mais aussi en investissant dans nos capacités humaines et militaires de défense. Mais ce que vous avez fait, est-ce que ça a apporté ses fruits? Le Mali se porte beaucoup mieux aujourd'hui? Le Mali se porte beaucoup mieux sur plusieurs plans. Sur le plan politique, il est clair que sous le leadership du président Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, il y a quand même une prise de conscience que la sécurité des Maliens repose entre les mains des Maliens et que tout doit être fait pour pouvoir mettre en capacité nos forces de défense et de sécurité pour pouvoir matérialiser cette volonté. Et dans ce cadre-là, des investissements conséquents ont été faits pour équiper les forces de défense et de sécurité, renforcer les capacités humaines, mais aussi surtout changer notre paradigme sécuritaire. Parce que le paradigme sécuritaire qu'on avait avant reposait essentiellement sur des forces internationales qui, d'une part, Barkhane et autres, ne faisaient pas preuve de sincérité dans le cadre de la coopération. Et même souvent, il y a des complicités avec les groupes que nous combattons. De l'autre côté, nous avions la mission des Nations Unies, qui est une mission du maintien de la paix, qui était chargée de maintenir la paix dans une zone où il n'y a pas de paix à maintenir, en clair, dans une autre zone qui est sous la menace d'attaques terroristes. Et depuis, si vous voyez, après le départ de Barkhane, on a prédit l'apocalypse. Le Mali est là. L'armée malienne, aujourd'hui, dans le passé, qui battait en retraite, est à l'offensive. Il y a de grandes opérations militaires qui sont en cours. Il y a beaucoup de territoires qui ont été conquis avec le retour des personnes réfugiées et avec les équipements que nous avons aujourd'hui acquis et la détermination des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Nous sommes à l'offensive. Mais quelles sont les portions du territoire malien qui échappent encore au contrôle des FAMA, les forces des armées maliennes? Vous savez, aujourd'hui, l'armée malienne est présente presque dans toutes les régions du Mali. Naturellement, comme tous les pays du Sahel, au Burkina, au Niger, il arrive que des groupes terroristes soient présents sur certains pans du territoire. Aujourd'hui, seule la région de Kidal était une région dans laquelle l'armée n'était pas présente. Et avec le départ de la MINUSMA et les décisions qui ont été prises pour le déploiement de l'armée sur l'ensemble du territoire national et l'exercice de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, même dans la région de Kidal, des opérations ont commencé. À Anefis, à Tessalit, aujourd'hui, l'armée malienne est présente et joue son rôle régalien de protection des personnes et des biens. Même si il y a des poches encore dans lesquelles les groupes terroristes demeurent actifs. Et quand est-ce que vous pensez prendre le contrôle de Kidal, la dernière région, visiblement qui échappe encore pour certaines portions au contrôle de l'État malien? Vous savez, monsieur Boko, peut-être le terme n'est pas indiqué de parler de prendre le contrôle de Kidal. Kidal est la 8e région administrative du Mali, parmi une vingtaine de régions. Et Kidal est partie intégrante du Mali et ne devrait pas échapper à l'exercice du contrôle de l'État pour un certain nombre de facteurs qui ont créé cette situation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA, il y a un calendrier qui a été adopté. Ce calendrier doit nous conduire à un désengagement total de la MINUSMA au 31 décembre. Et dans ce cadre-là, les camps et les emprises de la MINUSMA doivent être rétrocédés à l'État malien parce que l'État doit exercer son pouvoir régalien de contrôle de l'ensemble du territoire national. Mais aussi, c'est totalement conforme au texte des Nations Unies, au droit international, que les emprises et les camps qui sont laissés par la MINUSMA ne peuvent être occupés que par les forces de défense et de sécurité et par l'État malien. Donc ce processus est en cours. Il y a aujourd'hui près de 6-7 camps qui ont été cédés
Cette semaine, vous avez vu, ou la semaine dernière, le camp de Tessalit qui a été cédé à l'armée malienne. Les prochaines qui restent sont les camps de Aguelok dans la région de Kidal et les camps qui sont dans la ville de Kidal elle-même. Donc, cette planification est en cours et devrait se matérialiser dans les jours et les semaines à venir, même si le calendrier initial qui était convenu avec l'aménagement a été avancé. Mais aujourd'hui, les instructions du gouvernement et du président sont très claires. Nos forces sont prêtes, y compris à anticiper le recouvrement de l'ensemble de ces emprises. Et ces emprises ne sont pas recouvrées pour un autre objectif, c'est pour nous permettre de pouvoir exercer notre rôle régalien, d'amener la sécurité, de protéger les Maliennes et les Maliens, de renforcer la lutte contre les groupes terroristes. Mais vous évoquiez tantôt donc, ce départ de l'aménagement, mais alors que les défis sécuritaires, tous ces défis n'ont pas été relevés, est-ce que c'est une bonne idée de demander le départ justement de cette force des nations? À quel défi sécuritaire répondait l'aménagement? L'aménagement, comme je vous l'ai dit, était présente. C'est vrai, mais la contribution sécuritaire de l'aménagement était négligeable. Elle était négligeable parce que près de 13 000 hommes sur le terrain. Près de 13 000 hommes sur le terrain, c'est d'abord une question de mandat. L'aménagement est une opération de maintien de la paix. Ça veut dire que ce sont des forces qui viennent soit s'interposer entre les forces belligérantes, soit essayer de stabiliser. Or, au Mali, on n'est pas dans ce cas de figure. Le cas de figure qu'on a, c'est des attaques de groupes terroristes. Et la mission n'a pas de mandat pour lutter contre les groupes terroristes. Donc, sur le terrain, elle n'avait pas de valeur ajoutée sur le plan sécuritaire, même si elle contribuait à travers la provision de services sociaux de base et un certain nombre d'éléments. Donc il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'elle faisait. Donc ce qu'elle faisait n'était pas adéquat, ne répond pas à la situation. C'est pourquoi on a fait 10 ans, on a fait du surplace. Et c'est pourquoi l'État malien a tiré la conclusion sur la base de 2 éléments. Un, sur le plan sécuritaire, nous, notre stratégie, c'est une stratégie de conquête et non de stabilisation. Comment combattre les groupes terroristes et reprendre le contrôle de notre territoire. La mission ne faisait pas ce travail. Ils sont dans des camps, ils sont cantonnés, ils sont statiques. Or, nous sommes dehors, nous sommes au devant de la guerre et de la lutte contre le terrorisme. Et ça, la mission ne faisait pas ce travail. Deuxième élément que nous avions, même si l'État malien a tiré la conclusion que l'aménagement, sa contribution sur le plan sécuritaire n'a pas répondu aux attentes des populations, parce qu'on continuait à tuer les gens, les groupes attaquaient, bon, les forces étaient là, regardaient de façon statique. On aurait pu encore vivre avec ça. Mais récemment, nous avons vu que certaines puissances, pour ne pas nommer la France en particulier, étaient à la manœuvre pour instrumentaliser, elle n'est pas la seule, il y a d'autres, pour instrumentaliser la mission, notamment sur les questions de droits de l'homme ou d'autres questions qui viennent diviser les Maliens. Parce que pour nous, une force qui est venue pour nous aider à restaurer l'autorité sur le territoire, à créer la cohésion entre les Maliens, si son travail en définitive est d'opposer les Maliens, de créer la division, nous pensons qu'à partir de cet instant, elle fait plus partie du problème que de la solution. Le gouvernement en a tiré les conséquences par rapport à ça. Et troisième élément, c'est que assurer la sécurité sur le territoire malien est de notre responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail. Donc pour nous, nous ne voyons absolument... Parce que nous ne nous sommes pas, M. Boko, levés du jour au lendemain pour demander le départ de l'aménagement, comme je vous l'ai dit au début. Avec l'arrivée du président Goïta, il y a un nouveau paradigme sécuritaire qui a été mis en place. Il y a une stratégie qui a été développée, il y a des moyens et des capacités importantes qui ont été acquis par le Mali. Je signale que pendant les 18 mois, 2 dernières années, les investissements qui ont été faits pour la défense et la sécurité n'ont pas été faits au cours des 20 précédentes années. Et que nous dépensons aujourd'hui près de 25% de notre budget national sur les questions de défense et de sécurité. Ça veut dire que l'État malien s'était préparé et est prêt à prendre le relais pour assurer la sécurité des Maliens. Donc nous prenons le relais, mais avec notre partenaire, notamment la Russie, on reviendra sur ce sujet. Mais je voudrais évoquer aussi le départ des Français, l'opération Barkhane. Aujourd'hui, est-ce que vous avez totalement coupé le pont avec l'État français? Le Mali entretient des relations avec tous les pays qui respectent les 3 principes clés qui ont été déclinés par le président Goïta qui gouverne l'action publique au Mali et l'action du Mali avec ses partenaires étrangers, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et des choix des partenaires et la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Maintenant, la France ne s'inscrit pas en tout cas à ce stade par rapport à ça. Et si vous voyez un peu, parce que les gens ne regardent pas, bon, les Maliens ont mis la France dehors et tout, si vous regardez même le début des incidents qui se sont passés entre la France et le Mali, c'est le président français qui a décidé que Barkhane va partir à la télévision sans concertation avec les Maliens. Et plusieurs décisions sont venues à la suite de ça. Vous avez suivi aussi les propos discourtois à la limite de l'insulte que les autorités françaises tenaient régulièrement à l'endroit des Maliens et les mesures drastiques qui ont été prises pour arrêter l'aide au Mali, etc. Donc, et nous avons dû répondre à chacun de ces actes qui a été posé. Maintenant, le Mali continue par rapport à cela, à travailler avec les pays et les partenaires qui le souhaitent. Mais encore une fois, quand vous parlez de la France, il faut aussi relativiser.
Parce que le contentieux et le différend qui nous oppose aux autorités françaises, à certains dirigeants français, n'est pas indifférent entre le Mali et la France. Parce que nous avons des populations, il n'y a pas de problème entre eux. Il y a des pays amis de la région voisine qui sont plus alliés à la France, où il y a eu des manifestations où on s'est attaqué à des emprises diplomatiques françaises et même à des entreprises françaises et à leurs biens. Au Mali, du début de la crise à aujourd'hui, personne ne s'est attaqué à un citoyen français, à une entreprise française. Et c'est d'ailleurs les Français qui commencent maintenant à impliquer les gens, interdiction de visa, empêcher les compagnies de voyager dans la région, peindre la région en rouge pour interdire. Donc c'est extrêmement dangereux, cette pente, nous l'avons indiqué aux autorités françaises. Il vaut mieux que nous laissions nos populations. Il y a des Français qui vivent au Mali, il y a des Maliens qui vivent en France. Et demain, certainement, ce sera la raison d'espérer pour une éventuelle relation entre les deux pays. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus de ce côté qu'il faut regarder. Nous avons un problème aujourd'hui, il y a des actes hostiles. Pas seulement des actes, parce que les griefs que vous formulez contre la France sont suffisamment graves. Vous les avez même portés devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous accusez l'État français d'être en intelligence avec les groupes terroristes, que les armées françaises lagueraient de temps en temps des armes aux groupes terroristes avec des renseignements au détriment des forces armées maliennes. Cette plainte n'a pas encore prospéré. Mais pourquoi vous ne cherchez pas d'autres canaux pour vous faire entendre? Pourquoi vous ne déballez pas sur la place publique ce que vous reprochez à la France, monsieur le ministre? D'abord, je dois dire que nous assumons cette posture, parce que tout ce que nous disons est réel et avéré. Les autorités françaises sont dans une posture d'hostilité, d'agressivité, et des actes de déstabilisation sont quotidiens. Maintenant, les uns et les autres peuvent toujours se poser la question, ou on nous a posé souvent cette question, est-ce que les éléments de preuve que vous avez, d'abord, je dois dire que le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité, ce n'est pas nous qui décidons, nous avons porté une plainte sur le plan international, dont nous attendons toujours qu'elle puisse avoir une suite favorable. Mais maintenant, pour ce qui concerne cette question, pourquoi on n'amène pas par exemple ces éléments sur votre plateau de télévision? Parce que nous sommes un État, nous ne sommes pas en train de faire la délation. Nous avons un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent, qui a des responsabilités internationales, qui s'adonne à des activités sur le terrain au Mali qui sont incompatibles avec ce statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est que nous avons demandé l'activité. Mais le soutien à des groupes terroristes, De quelle manière? les liens qu'il y a. Mais nous avons montré de mille manières, même il y a eu des avions qui ont pénétré notre espace aérien, qui sont pris des groupes terroristes. Dans le communiqué du gouvernement, l'ensemble de ces ans, il y a des fournitures d'équipements à des groupes terroristes. Il y a plusieurs activités de cette nature qui ont été clairement déclinées dans un communiqué officiel du gouvernement. Et nous avons indiqué qu'en plus de ça, nous avons des éléments matériels. Ce que nous souhaitons, c'est une séance solennelle. Parce que le Conseil de sécurité, quand ça se réunit, c'est documenté et ça reste pour l'histoire. Donc ce n'est pas aller mettre dans des journaux, mais nous souhaitons que dans une instance internationale où les responsabilités sont situées, qu'on puisse regarder est-ce que ce membre du Conseil de sécurité mérite la place qu'il tient au niveau du Conseil de sécurité. Est-ce que ses actions sur le terrain de défense des droits de l'homme, de protéger la paix et la stabilité sont conformes avec le mandat qui lui est donné en tant que membre permanent du Conseil de sécurité? Ce sont ces éléments qui justifient la posture du Mali. Vous faites dos à la France pour embrasser la Russie. Est-ce qu'elle vous donne satisfaction, la Fédération de Russie, dans le partenariat que vous avez noué avec Pour moi, ce n'est pas faire dos à la France. On a tiré les conséquences d'une relation qui ne donne pas satisfaction, qui ne respecte pas nos valeurs, qui ne respecte pas notre dignité, notre souveraineté. On en a tiré les conclusions. Maintenant, la Russie dont vous parlez n'est pas un nouvel acteur au Mali. Aux premières heures de l'indépendance du Mali déjà, notre pays entretenait des relations de coopération économique, commerciale et même militaire. Avec la Russie, beaucoup de sociétés et entreprises d'État au Mali ont été établies grâce à la coopération avec la Russie. L'armée malienne, son équipement de façon historique et la formation du personnel a été essentiellement faite de l'époque de l'ancienne URSS à aujourd'hui. Maintenant, face à la situation dans laquelle nous étions, donc nous avons choisi de raviver cette coopération parce que c'est un pays qui, de notre point de vue, respecte notre souveraineté. C'est un pays qui travaille dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Donc certains le disent, oui, bon, pourquoi vous quittez un maître pour aller vers un autre? Non, il faut se rappeler que la Russie n'a pas colonisé un pays africain. La Russie a plutôt aidé des pays africains à se libérer. Donc ceux qui disent ça, je pense qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sortis de l'esprit colonial. Parce qu'on ne cherche pas de maître. On cherche vraiment des relations de partenariat avec tous les pays qui le souhaitent. Encore une fois, le Mali n'est pas naïf. Nous savons apprécier tous les partenariats. Chaque partenariat a un plus ou a aussi des faiblesses. Mais nous cherchons, sur le plan sécuritaire aujourd'hui, la relation entre le Mali et la Russie, mais ce n'est pas des cadeaux qu'on fait au Mali. C'est même des relations avec le Mali et la Russie ou le Mali et Wagner? Parce qu'il vous est reproché régulièrement de contracter avec un groupe privé militaire.
Bon, vous savez, ça, on ne tombe pas dans les éléments de langage de ceci. J'ai dit que le Mali a des relations avec la Russie. Ces relations comportent la fourniture d'équipements, l'assistance technique, y compris la présence de personnel militaire russe au niveau du Mali. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de doter les forces de défense et de sécurité maliennes de capacités qui nous permettent de répondre à la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la collaboration que nous avons avec la Russie. Et aujourd'hui, les Maliens sont fiers des capacités qui ont été acquises par leur armée et surtout du travail formidable que l'armée est en train de faire pour protéger les personnes et les biens. Malheureusement, certains qui sont partis veulent qu'après leur départ, ça soit l'apocalypse. Ils ne diront rien de bon et ils sont en train de tout faire pour que l'expérience que nous avons de rebâtir notre